Bonsoir. C'est donc ici à Paris que nous nous retrouvons pour la deuxième fois consécutive pour la rencontre donc du RIS. Le RIS, le Réseau international des Congolais de l'étranger, le RIS qui pour cette deuxième rencontre de Paris a jugé utile de tabler autour de la problématique de l'amélioration du climat des affaires au Congo. Étaient présents ici à Paris Claudine Mounari et beaucoup d'autres personnalités venues presque des quatre coins de l'Europe. Nous croyons en cette richesse. Nous croyons en une Afrique entreprenante, où l'initiative et l'innovation sont encouragées. Nous croyons en une Afrique solidaire, où le dialogue et le partage d'expériences sont une source d'enrichissement mutuel. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, distingués invités, bienvenue à la deuxième édition du prix RIS. Avant d'attaquer le cœur de notre sujet débat, j'invite Madame Edwige Laure Mombouli, présidente du RIS, pour son mot pardon de circonstance. Je tiens avant tout à remercier particulièrement son Excellence Madame Mounari, qui a fait particulièrement le déplacement uniquement pour cette soirée. Et malgré le fait qu'aujourd'hui soit un jour spécial pour elle, puisqu'aujourd'hui c'est votre anniversaire, chère madame. On applaudit quand même. Donc, un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À son Excellence, Madame Mounari. Le président de la République, au cours d'une discussion, m'avait dit « Est-ce que tu t'occupes de nos cadres qui sont en France ?» J'ai dit « Je les connais, mais mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» m'a-t-il demandé. Et j'ai répondu que je ne savais pas, mais que bientôt je lui apporterai une réponse. Et comme j'étais incapable de l'apporter seul, j'ai réuni tous ceux que je connaissais de France, de Grande-Bretagne, un peu de Belgique aussi, et ça a été le point de départ. Alors, ensuite, ils se sont organisés. Aujourd'hui, nous sommes 250. Alors, songez à ce que ce sera dans une dizaine d'années. J'invite à présent son Excellence Madame Mounari, ministre du Commerce, pour sa présentation. Quand le RIS m'a proposé de faire le déplacement de Paris, j'ai regardé mon calendrier, j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai dit « ah non, j'y vais pas ». Et puis je me suis dit oh, « après tout, pourquoi pas ?» Nous avons connu l'afro-pessimisme et aujourd'hui se répand dans certains milieux le Congo pessimiste en disant « rien ne va ». Le doing business, le classement doing business est mauvais. Et j'en passe. Alors je me suis dit « je vais accepter » pour avoir l'occasion d'échanger avec mes compatriotes de la diaspora, avec les amis du Congo, je vois qu'il y en a beaucoup ici. Et d'abord, merci d'être là. Merci d'accorder de l'intérêt au Congo. Merci d'être ces artisans qui feront du Congo le Congo de nos rêves. Le corps, s'il vous plaît.
bienvenue chez vous. Eker dispose à ce jour d'une flotte de 4 avions, un Boeing 757, 2 Boeing 737 et un taxi aérien Beechcraft 90. Nous effectuons 3 vols quotidiens entre Brazzaville et Pointe-Noire depuis septembre 2011 et 3 vols hebdomadaires entre Brazzaville et Paris depuis août 2012. Nous comptons également ouvrir de nouvelles destinations dans la zone CEMAC et en Afrique de l'Ouest au tout début de l'année 2013. Eker est membre du comité exécutif de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes d'Afrique, aux côtés de Kenya Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines, entre autres. Eker a été la première compagnie 100% congolaise à desservir la France, et cela depuis 3 mois maintenant. Nous avons pu y arriver parce que depuis sa création, Eker est une compagnie qui respecte rigoureusement la réglementation internationale en matière de sécurité. À cet effet, nous collaborons avec la société suisse Privater qui nous assiste pour opérer nos 3 Boeing. Notre alliance avec ce partenaire suisse nous permet aussi d'apprendre et d'intérioriser ces méthodologies et ces pratiques afin de véritablement pouvoir fournir le niveau de service et de sécurité exigé par notre actionnaire, l'État congolais, qui en a fait un point clé de sa stratégie. Voyagez par Eker, vous, quand vous allez à Brazzaville? La dernière fois que je suis partie à Brazzaville, j'ai pris Eker et c'était un très bon vol. C'était parfait, rien à dire. On a longuement parlé d'une nouvelle compagnie. Est-ce que cela est un élément de souveraineté pour un pays de disposer de sa propre compagnie aérienne? Pour un pays qui veut se développer, doit avoir une compagnie digne de ce nom, surtout en Afrique, parce qu'on est à Paris, on prend le vol que vous connaissez. Si on a notre propre compagnie, je pense que ça nous aiderait aussi à souvent rentrer chez nous, à motiver aussi les autres, comment on appelle ça, même pas si ils ne sont pas du pays, qui veulent visiter le Congo, à voyager sur la compagnie nationale. Vous allez bien? Oui, merci. Vous habitez où? À Sartrouville, dans les Yvelines. D'accord. Vous avez suivi les communications qui ont été faites, mais quelque chose de particulier, c'est que le Congo qui vient de se doter d'une compagnie aérienne nationale, est-ce que ça fait pour vous une fierté supplémentaire? Bien sûr, une grande fierté même. Aujourd'hui, d'avoir Eker qui représente le Congo, c'est plus qu'une fierté. Je vous dérange aussi, c'est ça? Bonsoir. Effectivement, ce qu'il fait, parce que j'ai l'honneur de reprendre le relais pour demander si cette soirée est à sa convenance. Ben oui, c'est très bien. Alors, et vous-même? C'est parfait. Alors, parlez un peu du Congo et de ce que nous venons de suivre ce soir. Est-ce que vous croyez qu'un pays se doter d'une propre compagnie, c'est un élément de souveraineté? C'est plus qu'un élément de souveraineté, c'est une affirmation d'existence. Parce que je pense que si Eker aujourd'hui a franchi le pas, c'est parce qu'il est grand temps, malgré ces listes noires trop austères à l'endroit du continent africain, de montrer que nous avons les compétences, qui sont d'ailleurs utilisées par toutes les grandes compagnies du monde lorsqu'il s'agit de poser leurs avions sur nos sols. Et que je pense aussi qu'aujourd'hui le réseau intérieur doit bénéficier d'un savoir-faire que ces compagnies ont et peuvent mettre à profit justement au niveau de leurs concitoyens. Donc je pense que cette démarche s'inscrit dans une logique, une avancée des choses. Le Congo a 52 ans, période post-indépendance, et je pense que ce genre d'action est tout à fait bénéfique.
Nous sommes ici donc au siège de l'ambassade du Congo à Paris. Après donc cette soirée de l'hôtel Georges V, nous nous retrouvons pour essayer pour tirer les leçons de ce qui aura été cette deuxième rencontre du RIS, le réseau international des Congolais de l'étranger. Nous allons avec les principaux animateurs, ceux qui font au quotidien le RIS, revoir le chemin déjà parcouru. Madame Omboli, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est pas facile 2 ans après. Croyez-vous avoir fait déjà du chemin? On a fait du chemin. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais là, nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé. Et si on peut essayer un peu de repartir à la première édition, de l'idée, la genèse, nous la connaissons un tout petit peu, mais c'est pas toujours pas mal de revenir sur cette genèse. L'idée est partie donc d'une volonté de fédérer l'ensemble des Congolais vivant à l'extérieur, et vous avez saisi la balle au bon, de cette idée jusqu'au rendez-vous de 2012. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La première édition, effectivement, c'était également la deuxième, mais c'était de mettre en avant les talents de la diaspora congolaise. C'est-à-dire que ce prix RIS, à lui seul, résume un peu l'objectif du RIS, c'est-à-dire de montrer que des Congolais ont du savoir-faire, et plus on le fera savoir, et plus ce sera bénéfique pour l'image des Congolais. Le micro, voilà. Pour l'image des Congolais. Voilà. C'est possible d'affirmer que c'est une manifestation qui permet de trouver les pépites congolaises. Au-delà de cette retrouvaille très festive, une retrouvaille conviviale, il y a qu'un message à faire passer. Le message, le premier, à mon avis, c'est déjà de dire qu'au Congo, il y a des hommes de talent. C'est ce que venait de dire la présidente. Moi, je pense que le premier message, c'est ça. C'est dire que les Congolais de l'extérieur n'ont pas tourné le dos à leur pays et qu'ils sont là, ils font des choses. Et nous, notre objectif premier, c'est le lien avec le Congo. Donc, c'est ça, c'est l'objectif premier, c'est montrer que ces talents-là, ces compétences-là, nous en avons à l'extérieur, mais ils ont à cœur de participer au développement de leur pays. Et puisqu'il faut fédérer l'ensemble des Congolais, les talents existent cachés. Il y en a ceux qui font des choses extraordinaires. Mais pour les avoir, c'est qu'il y a que... Il faut les dénicher. Il faut les retrouver où ils sont retranchés. Ils ne sont pas qu'en France, ils sont dans toute l'Europe. Alors, comment vous y prenez-vous finalement? Cette année, on a eu le soutien de pas mal d'ambassades de Congo à l'étranger. Donc, grâce à l'aide de certaines ambassades, on a adressé le communiqué qui faisait appel à candidature. On a un site internet et vous savez, le bouche-oreille marche beaucoup dans la communauté congolaise. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en Chine on nous connaissait, qu'aux États-Unis on nous connaissait, qu'à Stockholm on nous connaissait, qu'en Suède, donc Stockholm en Suède, qu'en Afrique, bon c'est normal, mais dans des pays dans lesquels on ne peut pas imaginer, on était assez connus. Est-ce que vous avez l'impression, je pose la question à West Gomez, membre fondateur, est-ce que vous avez l'impression que ça manquait aux Congolais? Oui, j'ai l'impression que ça manque. C'est pas que ça manquait aux Congolais. Je pense qu'il fallait juste intéresser les Congolais au fait que nous ne sommes pas à la base nombreux et qu'il était important pour nous de trouver un moyen de pouvoir tous nous réunir. Et en essayant de sensibiliser, en essayant de rassembler et surtout de fédérer, le RIS essaye par tous les moyens existants de les rendre plus confiants et surtout de les intéresser aux autres. Parce que le Congolais a souvent l'habitude de faire les choses tout seul de son côté, d'évoluer de son côté. C'est vrai que le fait que pour la deuxième année, nous sommes encore présents et qu'on a encore essayé de les contacter, de renvoyer des mails, de communiquer sur le site internet, de communiquer à travers les médias comme vous, les Congolais se rendent compte qu'il y a un vrai projet qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a une vraie continuité dans l'idée de rassembler et de fédérer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les dossiers ne cessent d'arriver et qu'il y a une espèce d'engouement et de confiance, un mouvement de confiance qui s'est installé. Les dossiers, vous faites allusion à quoi? Les dossiers d'adhésion? Les dossiers d'adhésion, non pas forcément qu'au niveau du sein du RIS, mais des dossiers d'adhésion à cette volonté de se rassembler. Comme par exemple, en dehors des gens qui s'intéressent à l'associatif, nous avons aussi des artistes qui, par eux-mêmes, nous ont envoyé des mails et parce qu'ils veulent qu'on les mette aussi dans la lumière. Nous avons aussi des amis du Congo
qui ont voulu, qui se sont intéressés à notre association. À votre démarche. Et qui nous ont suivis et qui nous ont soutenus dans notre démarche. Les Amis du Congo, vous pensez à quoi? Les Amis du Congo, je pense aux personnes, aux sociétés qui sont installées aussi à Brazza. Qui aimeraient accompagner cette initiative. Je pense à des amis de Congolais qui sont dans tous les pays du monde, qui se rendent compte que les Congolais sont mis en valeur et qu'ils ne sont pas seuls. Et surtout qu'il y a une vraie volonté d'avancer ensemble. Alors, même question directement à Ambroise, même ceux qui sont loin du cœur même de l'activité, nous sommes à Paris en France, mais il n'y a qu'au-delà de cela, il y a ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont dans pratiquement toute l'Europe, même au-delà de l'Europe. Et il va falloir que vous disposez d'une stratégie pour amener tous ces gens-là à venir au cœur, au centre même. Absolument. Et d'ailleurs, vous avez remarqué déjà que dans la soirée d'hier, il y avait des gens qui venaient du Canada, qui sont intervenus, et un peu d'ailleurs, du Congo aussi, qui sont montés. Donc c'est vraiment un réseau international, comme le dit le cycle, c'est vraiment international. Alors nous avons une stratégie, nous avons des gens au sein du RIS qui voyagent beaucoup, et qui sont chargés donc lors de leur voyage de sensibiliser les différentes diasporas. Et nous avons nous-mêmes aussi dans notre stratégie du prix de faire en sorte qu'à un moment donné, quand nous aurons bien stabilisé le prix, de pouvoir le rendre tournant autour dans les différents pays où il y a une population assez importante de la diaspora. Et on commencera bien sûr par la France, déjà par visiter les régions de la France, pour voir où sont les différentes associations. Et je résumerai finalement que ce projet-là, c'est tout simplement une histoire d'amour entre la nation et sa diaspora. Voilà, c'est ça en fait l'histoire du RIS. Quel est le type d'organisation que vous mettez en place pour parvenir à ce dessein? Nous sommes d'abord, pour cette première étape, parler de la possibilité de fédérer l'ensemble des Congolais de la diaspora qui sont hors Paris, hors France. Et comment vous êtes-vous organisé finalement? Par le site internet. Donc en France, donc, on a eu le site internet, on a la chance d'avoir des associations congolaises qui sont membres du RIS. Donc on s'est reposé également sur ces associations qui, elles, ont transmis le message. Donc, et comme vous savez, la communication passe très bien chez les Congolais quand il s'agit du bouche à oreille. Et on a eu la presse qui nous a aidés aussi. On a fait un communiqué de presse et à travers des presses congolaises donc, qui ont fait le relais. Donc, et en termes d'organisation, le RIS, vous devez avoir quand même une structure. On ne l'imagine pas encore une structure où il n'y a que des Congolais de France. Comment vous entendez ouvrir l'organisation du RIS à d'autres sensibilités ou à d'autres Congolais? Ce qui est prévu, c'est que des bureaux RIS soient ouverts dans les autres capitales, des antennes. Donc là, en l'occurrence, on a eu le Canada. On a été contacté par une rédactrice en chef d'un magazine canadien qui est congolaise et qui souhaite ouvrir le bureau. Donc comment on procède? C'est qu'on reçoit ces personnes, on présente nos objectifs et si la personne est apte et surtout partage les mêmes valeurs du RIS, c'est-à-dire que c'est une association apolitique qui travaille avec les institutions et dont le but premier est de fédérer la diaspora au service du Congo. Vous voyez? Donc, si cette personne partage ses valeurs et a des compétences qui peuvent être utiles au RIS, donc il n'y a pas de souci. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des RIS un peu partout dans le monde. Voilà, il y a que Madame Itoa, il y a une sorte, pour l'Afrique, on parlerait d'afro-pessimisme. Il y a que pour le Congo, il y a aussi, on parlerait d'une sorte de pessimisme. Les Congolais de l'extérieur ont comme des préjugés déjà. Est-ce que cela fait partie de votre combat, de dire qu'attention, les choses, le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui? Oui, mais je pense, M. Goma, que les préjugés sont partagés. C'est-à-dire que les Congolais de l'intérieur aussi, parce que moi j'y vais souvent, ils ont beaucoup de préjugés sur ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, notre but à nous, c'est d'essayer de lutter de part et d'autre contre ce qui paraît comme des antivaleurs, en fait, en réalité. Absolument. Essayer de vendre le Congo à ses enfants de l'extérieur et leur dire, écoutez, le pays a changé, il y a plein de choses à faire, le pays est un chantier. Ouais, tout à fait. Et que tout le monde doit y aller et mettre sa main à la pâte et dire aux Congolais de l'intérieur que ceux qui viennent de l'extérieur sont importants également pour développer ce pays parce qu'ils viennent avec un savoir-faire qu'ils prennent ailleurs. Et souvent, on voit que ce sont des étrangers qui travaillent chez nous. Sur les chantiers, partout, ce sont des étrangers, alors qu'on a nos enfants
qui sont là, qui sont compétents, qui peuvent venir donner un coup de main. Et il est important qu'il y ait ce lien, que ces préjugés soient franchement... Ce que nous appelons le principe de la continuité de la solidarité nationale. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est fondamental alors. Alors, quelles sont les valeurs à faire passer au sein de la diaspora? D'abord parce que c'est une question de valeur. À partir de la compréhension, de la maîtrise de valeurs du pays, de la nation même, on est prêt à tout. C'est-à-dire que nous, on doit promouvoir la solidarité. On doit promouvoir la solidarité et essayer c'est-à-dire de créer ce pont. Qu'on sente le besoin, quand chacun de nous naisse le besoin d'aller faire quelque chose au Congo. Même si on sait que ce n'est pas toujours évident chaque jour, on se dit que les mentalités ne sont peut-être plus les mêmes. On a vécu 27 ans à l'extérieur, on ne connaît plus son pays d'origine, on se sent étranger chez soi. Mais on veut justement que malgré ce fait-là, qu'on ait envie d'y aller. Voilà, donc je pense qu'il y a ce pont à construire et nous luttons dans le RIS à pouvoir créer ce lien qui devienne fort et qu'il n'y ait plus de préjugés simplement. Par rapport aux valeurs, donc des valeurs qui sont extrêmement importantes, c'est l'excellence, c'est promouvoir l'esprit d'initiative au sein des Congolais d'extérieur. Donc c'est l'excellence, le partage, mais surtout mettre en avant ce qu'on appelle les locomotives de la diaspora pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Vous voyez, et que cet effet d'entraînement arrive également jusqu'au Congo et que les deux se rencontrent. C'est-à-dire que les Congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur se rencontrent pour des projets communs. Et ça, c'est en apprenant à se connaître les uns les autres. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que nous sommes de l'extérieur, on arrive avec notre savoir-faire et que là-bas, vous ne savez rien. Au contraire, ils ont tenu ce pays jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison. Nous aussi, nous avons à apprendre des Congolais de l'intérieur. Donc l'idée, c'est pacifier les choses, on se retrouve et on voit ce que chacun peut apporter pour qu'on avance ensemble. De toutes les façons, c'est le Congo qui gagnera, quoi. Mais très important dans l'excellence de part et d'autre. D'accord. Puisque vous parlez de l'excellence, on fait appel directement un peu à la qualité des ressources humaines. Vous avez vu suivi dans les communications que généralement, sur place, les entreprises pointues ont du mal à trouver l'expertise nécessaire dans le domaine pointu. Prenons le cas du pétrole. Prenons le cas des télécommunications. Et généralement, à ce niveau-là, les sociétés qui descendent au pays sont obligées de recourir aux disponibilités des ressources humaines qui viennent d'autres pays, simplement parce qu'il manque des ressources. Mais c'est à ça qu'on peut servir. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. J'ai été contacté, le RIS a été contacté par le personnel de la Société Générale qui doit s'installer prochainement au Congo. Donc, ils nous ont demandé de diffuser des annonces, des offres aux Congolais d'extérieur qui souhaiteraient rentrer. Donc ça, c'est concret. C'est-à-dire que le Congo a besoin, c'est concret, le Congo a besoin de compétences dans le pétrole ou autre. Passez par nous, faites le savoir et nous, on va diffuser, on va chercher. Et on fera même à même, ensuite en travaillant bien sûr avec les institutions, de peut-être dresser des profils de ce qui manque. Et voilà. Donc Madame Itoa veut rajouter quelque chose, mais c'est passer par nous, ça peut être un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on est conscient que, comme disait tout à l'heure Madame Itoa, que beaucoup d'étrangers sont sollicités pour faire les travaux là-bas sur place. Mais justement, comme on dit, on a des pépites congolaises ici qui se cachent ou qu'on ne peut pas facilement trouver. Donc le prix, c'est aussi mettre ça en avant. C'est-à-dire, voilà telle compétence, voilà sont congolaises et donc elles peuvent servir à la diaspora. Donc d'où l'importance du prix. Je voudrais rajouter à ce que dit Madame Mambouli, c'est surtout le RIS doit insister sur l'échange des compétences. C'est-à-dire ce que les Congolais de l'extérieur peuvent faire pour le Congo, les Congolais de l'intérieur aussi peuvent le faire à l'étranger. C'est-à-dire que l'échange de compétences va dans les deux parties. Aussi favoriser tous ces Congolais qui sont à Brazzaville, qui veulent aussi venir à l'étranger pour des formations, pour être encore plus compétents. C'est complémentaire tout ça. Le RIS aussi doit servir de pont pour les aider aussi dans leur démarche de venir ici, c'est-à-dire à se former. D'où cette année justement, le partenariat que nous avons fait aussi avec HEC, et pour pouvoir favoriser aussi les Congolais qui sont du Congo à venir à l'étranger et faire des choses qui leur permettront d'être encore plus compétents dans leur pays. Et le RIS a aussi pour devoir et rôle de, quand on fait appel à nous à l'étranger, quand on cherche des gens compétents, nous devons sensibiliser cette population qui est à l'étranger et d'abord les favoriser
par rapport à d'autres populations. Parce que dans les autres pays, quand vous allez au Mali, au Sénégal, au Cameroun, on fait appel à des Mayens, Sénégalais ou Camerounais. Alors pourquoi le Congolais ne ferait pas appel à des Congolais pour revenir chez soi? On doit aussi valoriser nos compétences, mais même au sein de notre propre pays. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ambroise, oui. Je voudrais compléter parce que le RIS a un cahier des charges assez précis. On prend le temps de le mettre en place. Et parmi les projets du RIS, il y a justement cette constitution de la base de données des compétences de la diaspora. Qu'on puisse savoir où elle se trouve, comme vous aviez parlé tout à l'heure. Le profil. Les profils, etc. Et de telle sorte que quand il y a des besoins au pays, qu'on puisse pouvoir faire l'adéquation entre les compétences qu'il y a et la diaspora. Et l'ambassadeur rappelait d'ailleurs qu'il n'obligeait pas les gens à repartir forcément. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est capable d'intervenir même en étant à l'étranger. Il y a Internet, il y a le haut débit. Aujourd'hui, par exemple, je connais des Congolais qui ont créé des sociétés au Maroc, ce qu'on appelle l'offshore, pour des contrats qui sont en France. Et ils travaillent depuis le Maroc. Vous voyez, en Russie également. Ils travaillent en Inde, etc. Donc voilà. Donc un des objectifs du RIS, c'est cela aussi, c'est de vraiment fédérer les compétences, avoir cette base de données et créer des synergies pour faire en sorte qu'on puisse intervenir dans le développement de notre pays. Alors, Madame Itoa, ce qui frappe généralement lorsqu'on arrive aux soirées du RIS, c'est de constater qu'il y a des techniciens pointus qui arrivent pour les prix, mais qui sont cachés. Pourquoi ces hommes-là se cachent-ils? On se rend compte qu'il y a des petits savants qui sont cachés quelque part et qu'on vient de découvrir à Paris pendant les soirées du RIS. En fait, vous êtes en train, c'est flatteur ce que vous dites, M. Gourma, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça commence à donner tout le travail qu'on mène depuis 2 ans, voire 3 ans, à essayer de faire émerger ces pépites, comme les appelle Edwige Laure. Ce sont justement ces personnes-là que nous voulons absolument dénicher. Il faut les promouvoir. Pour les promouvoir, oui, justement, parce que c'est ça. Et j'avais tenu à ce que, à chaque prix RIS, à chaque soirée du RIS, qu'on ne mette pas l'accent que sur le lauréat, on mette l'accent sur tous les nommés. Parce que tous les nommés, pour nous, sont ces pépites. Tous les nommés sont justement ces talents de la diaspora à mettre en avant. Donc, aux prochaines éditions, on essaiera, à chaque fois qu'on a des nommés, en parler de un à un, qu'on sache ce qu'ils font et comment ils en sont arrivés là, jusqu'à annoncer le lauréat et à parler plus largement du lauréat. Tout à fait. Et pour compléter d'ailleurs, au-delà des nommés, dans le cadre de cette soirée, tous les candidats, tous ceux qui ont candidaté dans plus de 50 dossiers, ont tous été invités. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un cas type qui a marqué pratiquement l'auditoire ce soir-là. Cette Congolaise, partie de l'Allemagne, qui travaille pour l'Allemagne, qui a un beau poste en Allemagne, mais qui dit, écoutez, moi, je consacre 20% de mon activité en Allemagne et les 80 autres au pays. C'est exceptionnel. C'est imaginable. Il faut dire son nom. On parle de Francine Ntoumi, qui est l'une des créatrices, qui a créé la Fondation congolaise de la